RTL. Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Ce soir dans La Curiosité, on vous donne des clés pour comprendre l'actualité, pour parler de l'islam sans alimenter surtout les clichés et la peur. Nous recevons donc Olivier Bobineau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue des religions et de la laïcité. Je le disais, vous allez nous dire ce qu'est l'islam, pourquoi il faut se battre contre les amalgames et pourquoi il faut aussi enseigner la laïcité aux imams de France. Et puis nous entendrons également ici Dounia Bouzard, docteur en anthropologie du fait religieux. Elle veut, par ses paroles et aussi par ses livres, désamorcer l'islam radical et informer sur les dérives sectaires qui défigurent l'islam. Olivier Bobineau, est-ce que vous êtes surpris, pour commencer, par cette mobilisation en France et même dans le monde après l'attentat contre Charlie Hebdo? Écoutez, oui et non. Oui, parce que ce qui est très surprenant, c'est la mobilisation immédiate, sans être passé par les grandes figures politiques ou les grands cadres religieux de ce pays. Et on voit bien comment, au fond, et en ce sens, je ne suis pas surpris, les Français et les Françaises, mais aussi les grandes nations démocratiques ont compris la chose fondamentale suivante, c'est que l'attentat contre Charlie Hebdo, ce n'est pas simplement une attaque de la liberté d'expression, ce n'est pas simplement une attaque de la fraternité, ce n'est pas simplement une attaque de l'égalité, c'est avant de la République donc. Et donc de la devise républicaine, ce n'est pas une attaque des valeurs, c'est plus fort que ça, c'est une attaque du socle de ces valeurs, c'est une attaque du fondement de nous tous, ça s'appelle la laïcité, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le pluralisme, la liberté de conscience. Alors justement, Olivier Bobineau, c'est quoi la laïcité? Parce que vous dites que beaucoup de Français sont descendus dans la rue, mus par ce mouvement et cette envie de défense de la laïcité, mais est-ce qu'on sait vraiment bien ce que c'est? Alors racontez-nous. Alors, d'abord... Déjà, ça date de quand, la laïcité? Alors, il faut distinguer le fait de penser à la laïcité et ensuite son inscription dans nos institutions. Je vais régler tout de suite la deuxième question. Son inscription dans nos institutions, c'est le 19e siècle. Il ne faut pas oublier que le mot laïcité est écrit pour la première fois dans une loi en mars 2004 qui porte sur le port et l'interdiction du port du voile intégral en mars 2004, dans la loi qui interdit le port de ces signes religieux à l'école. Donc 2004. Il n'y a jamais eu le mot laïcité dans une loi avant ça? Jamais. Jamais. En revanche, l'état d'esprit de la laïcité, le fait de penser la laïcité, ça remonte précisément au début du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'à un moment donné, des intellectuels, des penseurs se disent mais il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle façon de vivre ensemble, de penser, de pratiquer ou pas sa religion. Il s'est passé des guerres de religion. Il s'est passé des guerres de haine religieuse entre d'un côté des protestants et des catholiques. Entre 1525 et 1610, 5 générations vont s'étriper. Je vous passerai les détails, et y compris pour nos auditeurs, mais quand le bourreau de Carcassonne en 1562 vacillait vivant un pasteur protestant pour en manger le foie devant les fidèles qui sortent de la messe, oui, ceci va durer pendant 5 générations. Résultat des courses, on arrive à la fin du XVIe siècle. Des gens comme Montaigne, comme Michel de l'Hospital et d'autres intellectuels vont dire « Ouh là là, ces haines religieuses ont détruit notre société. » Où un fils allait dire à l'autorité locale « Celui-ci est protestant, celui-ci est catholique » et se retrouver égorgé. Donc c'est une invention française. C'est une invention française. La laïcité, c'est en effet une des grandes inventions françaises, conçue comme la paix civile et la paix sociale. Est une affaire trop importante, trop sérieuse, pour être laissée dans les mains des pasteurs, des prêtres, des guides religieux, pour être laissée dans les mains de ceux qui, à un moment donné, vont vouloir battre l'autre. Non, il faut confier cela à autre chose, il faut confier ça à la raison, à l'intelligence, et il faut confier ça au droit.
Donc là, on est au XVIIe siècle, c'est Exactement. ça ? Et que dit Montaigne, par exemple ? Montaigne, il dit « J'ai assisté à des barbarissimes violences. » Ce que j'ai entendu aujourd'hui, et depuis hier matin, c'est des Montaigne qui vont aller manifester dimanche pour dire « Quelle barbarissime violence !» Et heureusement, nous sommes tous des Montaigne. Et je connais plein de musulmans, et on y reviendra, qui sont des Montaigne. Parce que être comme Montaigne ou Michel de l'Hospital... C'était qui, enfin, allez-y, terminer, on dira qui est Michel de l'Hospital tout à l'heure. C'était un intellectuel qui, suite à ces catastrophes, et notamment au drame en 1563, où à Troyes, 12 enfants catholiques vont prendre des cordages et vont écarteler un pasteur protestant qui vient d'être jugé et se promener dans les villes de Troyes avec ses parties, y compris génitales. Voilà. D'accord ? On en est là, où des femmes vont être éventrées vivantes alors qu'elles sont enceintes, et on va retirer la tête de l'enfant pour la briser contre des pierres. Ça va durer 5 générations. Oui, des intellectuels vont dire « Stop là, on arrête les barbarissimes violences ». Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont dire « Il faut penser différemment notre liberté de conscience. Il faut qu'on vive ensemble d'une autre manière ». D'accord, donc ça c'est la laïcité, elle s'impose au XVIIe siècle. On va dire ensuite comment elle s'est diffusée dans la société française. Peut-être aussi parler de la loi de 1905, qui est une loi importantissime, grâce à notre invité Olivier Bobineau. Restez avec nous sur RTL ce soir. On prend un peu de recul sur ces termes que vous employez, que vous entendez dans l'actualité, évidemment à longueur de temps depuis un peu plus de 24 heures. Laïcité, islam. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. C'est quoi la laïcité ? Quels sont les piliers de l'islam ? On répond à ces questions ce soir sur RTL avec Olivier Bobineau, sociologue des religions et de la laïcité. Alors Olivier Bobineau, on parle souvent du régime de la laïcité. Quels en sont les principes en France ? Alors, c'est quoi être laïque ? C'est quoi être laïque ? Vous interrogez les Français, chaque Français va donner sa définition de la laïcité. De fait, pour faire bref, oui, la laïcité, c'est la liberté de conscience. Point. Mais, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. On retrouve tout à l'heure ce qu'on disait de nos Montaigne et autres intellectuels de cette époque. C'est-à-dire que je me battrai pour que tu puisses t'exprimer. Je me battrai, c'est Voltaire, je me battrai pour que tu aies ta liberté de conscience, mais attention, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Article 1 de la loi du 9 décembre 1905. La loi de séparation de l'Église et de l'État. Dite de séparation des églises et de l'État. Ce qui ne mentionne jamais la laïcité. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Dans son article 1, la République assure la liberté de conscience sous réserve de l'intérêt de l'ordre public. Point. La suite. Le libre exercice des cultes est garanti par la République. Quel est le mot qui revient ? Liberté, 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 liberté. Pourvu qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Alors comment on définit ces limites, justement, Olivier Bobineau ? Après, donc voilà, comment c'est défini ? C'est dans la pratique. Concrètement en France, nous disposons d'une instance qui s'appelle le Conseil d'État, qui est un juge qui arbitre, qui détermine l'action des acteurs publics en fonction des problèmes sociaux, des problèmes culturels, et qui, en fonction d'une jurisprudence et en fonction des lois et d'une constitution, et notamment dans cette constitution, il est fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 10, qui est le socle de la laïcité. Après les pères fondateurs comme Montaigne, on a l'article 10 de 1789 qui dit « Nul ne doit être inquiété, y compris même pour ses opinions religieuses ». Oui, définitivement, la laïcité, c'est la liberté jusqu'au bout, pour vous qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Olivier Bobineau, il y a peut-être certaines des personnes qui vous écoutent là en ce moment qui se disent bon, c'est un sociologue des religions, de la laïcité, c'est un intello, là il vit dans sa bulle facilement, etc. Vous vivez où ? Nous vivons... Et vous travaillez où ? Alors, nous vivons c'est avec votre famille. Voilà, avec notre famille, et c'est un choix aussi familial. Nous vivons donc à Juvisy, dans l'Essonne, et qui est proche de quartiers difficiles, où, au fond, on a affaire à des jeunes gens notamment, et nous menons des actions ici ou là, avec les acteurs, avec des partenaires, avec des travailleurs sociaux, pour essayer de recréer du lien social et du sens. Et y compris
à partir de la liberté de conscience, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Quand vous descendez de chez vous, là, en ce moment, dans la cage d'escalier, sur les boîtes aux lettres, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous lisez? Alors, quand quand je fréquente ces jeunes gens, quand je vais les rencontrer, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est de voir sur certaines boîtes aux lettres, non plus tant Allahu Akbar ou des signes ou des symboles de rap, j'ai vu « Je suis Charlie ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'y compris les Montaigne sont dans les cités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire y compris quand on est musulman en France, on dit et on écrit et on ira manifester et on dira « Je suis Charlie ». Oui, je dirais... Il y avait écrit Allahu Akbar. Ah bah oui. Un peu partout. Allahu Akbar, c'est une phrase importante qui est développée depuis la fondation de l'islam et la récitation qui s'appelle le Coran où on dit Dieu est grand. Oui, elle n'appartient pas aux terroristes, cette phrase, évidemment. Non, heureusement. Évidemment. Et y compris dans l'islam, et surtout dans l'islam, puisque, et c'est l'un des problèmes, là encore, de l'ignorance, on y reviendra sans doute, mais islam, ça veut dire quoi? Alors on en parlera. D'accord. Parce qu'il y a tout un débat sur ce que veut dire le mot islam, et ça rejoint notamment la sortie du livre de Michel Houellebecq, mais je préférais, pardon, je vous ai interrompu, je vous en prie, qu'on parle de ça tout à l'heure. Là, je voudrais qu'on rejoigne Dounia Bouzar, qui est docteur en anthropologie du fait religieux, qui est la fondatrice du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, parce que ça va permettre justement de bien faire la différence entre ceux qui sont en pleine dérive et tous les autres, l'immense majorité des musulmans qui vivent en France. Bonsoir Dounia Bouzar. Bonsoir. Vous avez publié Désamorcer l'islam radical aux éditions de l'Atelier. Je voudrais juste vous poser une petite question qui est liée à l'actualité là et à cette traque, à cette fuite des frères Kouachi. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une surenchère, qu'ils essayent d'aller, si j'ose dire, c'est horrible ce que je veux dire, mais encore plus loin, encore plus dans l'horreur? Vous savez, ça n'a pas grand rapport avec la religion musulmane, c'est-à-dire que justement le jeu des intégristes consiste à couper les jeunes de la religion et de la culture, de toutes les cultures d'ailleurs, de leur faire croire qu'ils sont élus comme des êtres supérieurs pour posséder la vérité, qu'ils ont un rôle de purification du monde, que donc tous ceux qui ne sont pas élus sont jaloux et vont leur vouloir du mal, ce qui les met dans une posture paranoïaque. Et à partir de là, ils se sentent en mission d'exterminer tous ceux qui ne penseraient pas comme eux. Alors, c'est très loin de n'importe quelle religion monothéiste. Au contraire, c'est une accumulation de ruptures culturelles, ruptures religieuses, ruptures sociales, ruptures familiales qu'on leur fait gravir afin d'avoir de les mettre en exaltation de groupe dans ce projet qui est somme toute un projet totalitaire. Et pour enfin répondre à votre question, bien entendu que quand on voit un groupe qui est en possession de toute puissance, qui a pu abattre de sang-froid des humains qu'ils ont d'ailleurs déshumanisés en les abattant à bout portant, bien sûr que malheureusement ça peut provoquer le réveil de ce qu'on appelle dans le langage habituel des petites cellules dormantes, c'est-à-dire des gens qui sont dans cette idéologie mais qui sont discrets, mais ça provoque aussi des jeunes qui ont un déséquilibre et qui ont été touchés, ce discours qui leur dit le mal-être que tu ressens, en fait c'est la preuve que Dieu t'a choisi pour être tout puissant, pour posséder la vérité et avoir cette mission de purification du monde. Eh bien, tous les jeunes déséquilibrés peuvent aussi être attirés par ce qu'ils viennent de voir en boucle à la télévision et cette envie de toute puissance. Dounia Bouzar, ces jeunes sont ultra minoritaires, mais est-ce qu'ils sont plus nombreux qu'il y a 10 ans ? Oui, bien entendu. On vient de rendre un rapport à Monsieur Cazeneuve qui nous a mandaté sur les actions de déradicalisation et de prévention. On vient de rendre un rapport qui est disponible pour le public sur notre site du CPDSI et qui montre toutes les étapes d'endoctrinement et de radicalisation et qui montre que, alors qu'avant ce discours ne touchait que des jeunes fragilisés d'un point de vue social ou familial, qui n'avaient pas d'espoir social,
Aujourd'hui, ils arrivent à toucher n'importe quel type de jeunes, y compris des jeunes de classe moyenne, y compris des jeunes qui ne sont absolument pas de famille musulmane, ni de famille émigrée, ni de famille d'origine maghrébine. Et donc, ils ont mis en place, ils ont affiné leur technique d'embrigadement en se servant de tas de supports qu'on a étudiés. Et une jeune femme en 2e année de médecine, un jeune homme en 2e année d'ingénieur peut arriver à basculer alors qu'il était complètement épanoui au sein de la société. Dounia Bouzar, restez avec nous. On va parler de ces cas précis, notamment des jeunes filles qui basculent, essayer de comprendre selon quel mécanisme, quel levier les font basculer. Restez avec nous, on vous retrouve dans 1 minute sur RTL. Vous écoutez RTL. Et ce soir sur RTL, on parle à l'instant avec Dounia Bouzar, qui est fondatrice du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, de ces jeunes ultra minoritaires évidemment qui basculent dans cette dérive, et notamment des jeunes filles. Dounia Bouzar, d'abord, est-ce qu'elles sont nombreuses, moins nombreuses que les garçons quand même? Ah, malheureusement, nous avons pratiquement un 50-50, un petit peu moins, 45-55 dans les chiffres. Non pas que les chiffres du CPDSI, mais également les chiffres du numéro vert. Donc si on prend toutes les familles qui ont appelé à l'aide le ministère de l'Intérieur pour se faire aider en sentant leur enfant qui basculait dans la rupture, on a 45% de jeunes filles. Mais on parle de combien de familles? Quelques centaines? On est sur bientôt un petit millier d'appels de gens qui n'étaient absolument pas suivis et répertoriés. Bon, ce qui permet de remettre quand même ce qui est très important dans votre travail, évidemment, mais le phénomène à sa juste place. Quel mot vous trouvez pour ramener ces jeunes filles et ces jeunes garçons dans la République, dans la normalité, les sortir de cette secte? J'ai envie de dire, il faut faire attention, on n'est pas en train de parler de proportion de personnes de musulmans. C'est-à-dire que les gens qui se font embrigader sont principalement des gens qui n'étaient absolument pas musulmans. Soit ils sont de familles d'origine maghrébine athées, soit ils sont de familles qui n'ont rien à voir avec l'islam. On a quand même un 70% de familles de référence athées, et c'est clairement la cible du discours intégriste. Dans leur cassette vidéo du rabatteur français, puisque ça se passe par langue, vous avez des groupuscules par langue, le rabatteur français a volontairement émis une technique d'embrigadement sur les gens qui ne connaissent pas l'islam, parce que c'est beaucoup plus facile de leur dire ce qu'ils veulent. Comment est-ce qu'on les ramène à des individus qui pensent, puisque c'est ça l'enjeu, à des montagnes? On les ramène à des montagnes tout simplement en les remettant dans leur filiation, puisque l'embrigadement consiste à les mettre en rupture avec tous leurs interlocuteurs sociaux et familiaux et leur faire miroiter une exaltation de groupe avec une communauté de substitution, leur nouvelle famille qui seraient des élus. Donc il s'agit de travailler avec les familles, toute une méthode pour les réinscrire dans leur propre filiation par des souvenirs, par des odeurs, par des affects, pour la Madeleine de Proust, vous savez, remobiliser la petite Sophie, le petit Ahmed qui est encore là quelque part. Il s'agit aussi en deuxième technique, d'où d'ailleurs notre vidéo de prévention qui est aussi gratuite sur notre site, qui s'appelle Ils te diront, où on montre le décalage entre ce que fait miroiter le discours terroriste et leur réalité, c'est-à-dire des gens qui exterminent tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et alors qu'ils font miroiter d'autres choses aux jeunes. Ils ne leur disent pas « tu viens avec nous pour exterminer le reste du monde ». Merci beaucoup, merci Dounia Bouzar. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam et que vous publiez « Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer » aux éditions de l'Atelier. Olivier Bobineau, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est plus facile d'embrigader des jeunes qui ne connaissent rien à l'islam finalement? Oui, c'est d'autant plus facile d'embrigader des personnes qui ignorent la tradition qu'on va finalement leur présenter, parce que tout simplement, ils n'ont pas été tout le temps à l'école, tout simplement parce que quand ils rentrent chez eux, le logement est détestable, la cage d'escalier, la rue, tout ça, c'est incarné par la violence. Et donc quand il y a d'un seul coup des hommes et des femmes qui viennent leur dire « le paradis, c'est cette version-là. Votre estime
l'estime de soi, votre recherche de justice, l'équité, votre espérance dans l'avenir, dans ce monde difficile que vous connaissez, que vous vivez quotidiennement, eh bien, regardez, le paradis, c'est ça. Et on les fait embrasser une cause. On donne un sens à leur vie ? On donne du sens, c'est-à-dire les 3 grandes dimensions du sens. 1, le sens comme direction, on leur donne une direction. 2, le sens des choses, c'est-à-dire qu'on leur donne une signification pour leur vie. Et 3, le sens au sens des 5 sens du corps, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça va s'incarner. Ils vont le vivre jusqu'aux vêtements, jusqu'à la nourriture. Oui, ça donne un sens à la vie de ces jeunes. Alors, Olivier Bobineau, on va justement dire ce qu'est l'islam. Mais pas celui qu'on sert là facilement à ces jeunes pour les embrigader. Et d'abord, je voudrais qu'on parle du sens du mot. Le sens du mot islam avec une polémique, parce que le livre de Houellebecq, on a 2 minutes pour le faire, donc je suis sûr qu'on va trouver le temps. Le livre de Houellebecq dit islam, ça veut dire soumission. Le Larousse dit islam, ça veut dire soumission à la loi de Dieu. Eh oui, c'est la bonne définition ? Quelle erreur. C'est en effet une mauvaise définition, puisque dans islam, il y a 3 lettres fondamentales qui sont SLM, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire Jérusalem, la ville de la paix, c'est-à-dire ce que les juifs disent quand ils disent shalom, quand les musulmans disent salam alaikum, ils disent la paix. Alors pourquoi on traduit ça par soumission, islam ? Parce que c'est l'abandon à la paix, c'est la soumission à la paix. Et c'est pas du tout la soumission entendue comme un rapport de domination qui va engendrer des violences, c'est d'abord la soumission à la paix, à la soumission à la paix de Dieu. Donc Houellebecq s'est trompé. Donc Houellebecq, mais on ne peut pas lui en vouloir, puisque quand on fait des études, des manuels scolaires de 1970 jusque dans les années 2000, on voit que nous tous, qui sommes allés à l'école de la République ou pas, eh bien dans ces manuels, soumission est traduit par, islam, est traduit par soumission. Et on a oublié l'origine dans l'arabe coranique ou arabe littéraire que Esselem, ça veut dire d'abord soumission, la paix, ça veut dire soumission à la paix de Dieu. Ce soir dans la curiosité, justement, on vous donne des clés, des définitions pour comprendre l'actualité, pour parler de l'islam sans tomber dans la caricature, la mauvaise caricature. Et dans un instant, on va se demander qui représente aujourd'hui les musulmans de France. Restez avec nous. Vous écoutez RTL. Première radio de France. Nous sommes avec Olivier Bobineau, sociologue, auteur de Notre laïcité ou la religion dans l'espace public, publié aux éditions DDB. Est-ce qu'on est dans un choc de civilisation, Olivier Bobineau, face à cette frange ultra minoritaire, on le répète, des islamistes les plus radicaux ? Alors, on pourrait être tenté par ce genre d'approche en disant, oui, d'un côté la civilisation blanche chrétienne, et de l'autre la civilisation musulmane. C'est d'ailleurs finalement l'une des thèses romancées par Houellebecq. La civilisation occidentale est en faillite, est en perte morale, et elle remet son destin dans les mains de la civilisation musulmane. Bien. Oui, parce qu'il imagine un musulman devenir président de la République française. Exactement. Dans une vingtaine d'années. Voilà. Je dirais que c'est pas tant le choc des civilisations, parce que d'abord, qu'est-ce qu'une civilisation ? C'est d'abord aussi des cultures, et puis surtout, c'est pas le choc des civilisations, parce que c'est surtout le choc des ignorances, à commencer par celle de Houellebecq et bien d'autres, à savoir, quand on ne connaît pas l'autre, quand on ne connaît pas sa croyance, quand on le caricature, quand on le réduit à ses a priori, à ce que j'en pense. Et moi, je vous dis la vérité sur ça, parce que j'ai vu un tel, ou j'ai lu, ou j'ai entendu dans les médias cela. Ça aboutit à quoi ? L'ignorance de l'autre, ça aboutit à la méfiance. Et la méfiance aboutit à la défiance, pour peu qu'il y ait une actualité internationale, on y reviendra peut-être tout à l'heure, où il y a quelques musulmans ultra minoritaires qui en font un combat de civilisation. Eh bien, l'actualité internationale renvoie à des a priori, et sur fond d'ignorance, on fait des confusions, des amalgames, c'est-à-dire des violences qu'on peut appeler symboliques. On réduit à l'autre, je réduis l'autre à ce qu'il n'est pas. Et ça génère des violences. Alors justement, Olivier Bobineau, vous parlez d'ignorance. Quelles sont les pires caricatures de l'islam que vous entendez, vous, depuis plusieurs années ? Des barbus. C'est-à-dire des barbus ? Des terroristes. Donc, y compris, pour tout vous dire, moi j'ai commencé à porter la barbe quand j'ai formé les imams à la laïcité il y a 5 ans, où je me suis dit, je suis barbu.
comme aujourd'hui je dis je suis Charlie. C'est-à-dire de dire attention, c'est pas parce que on porte cela que on est musulman, et puis ensuite c'est pas parce que on porte la barbe qu'on est musulman barbu terroriste. C'est-à-dire que aussi l'ignorance aboutit à ne pas connaître l'autre, mais aboutit aussi à le mépriser, à le défier, mais aboutit à une violence qui a une ampleur considérable, qui a des effets dévastateurs. Et je me répète, comme ça a été confirmé par une actualité internationale, par une hyper minorité, eh bien voilà, j'ai vu à la télé, j'ai vu une fois ceci, cela, et c'est fini, c'est la caricature, c'est l'amalgame, c'est la réduction de l'être, on oublie Montaigne, et là, c'est le drame. Il y a une responsabilité des médias, des journalistes, on peut se remettre en cause, de montrer, de donner trop de place à cette ultra-minorité et à ces actes violents. Oui, il y a toute une activité aujourd'hui de pédagogie, c'est-à-dire de traduction, de réduction de l'ignorance. On retrouve les Lumières, on retrouve les discours de Condorcet. Si je veux connaître l'autre, je connais sa situation, ses origines, son identité, sa croyance, et surtout je vais le voir. Et on retrouve Montaigne sans dire « Hey Coco, j'ai la vérité ». On lui dit « Je t'écoute ». Ce que les grands philosophes comme Habermas, qui est un grand philosophe allemand, appellent l'itinérance du point de vue. Je fais un effort, une seconde pour me mettre à votre place. Et je te comprendrai mieux. Mais alors par exemple, je croise une femme complètement voilée dans la rue. Oui. Je vais peut-être avoir comme première réaction un peu de défiance, un peu de peur. Et pour cause. Alors ça, c'est une chose très importante et très spécifique à l'histoire française. Pourquoi ? On revient à tout à l'heure. On sort de 5 générations qui se massacrent. De 5 générations qui font les pires barbaricides. Donc les catholiques et les protestants, pour ceux qui nous rejoignent, qui se sont massacrés pendant des générations, et ça a donné lieu ensuite à la naissance du concept de laïcité. À cette époque-là, on se dit, oulala, dès lors qu'on va exprimer sa foi dans la rue, dans notre inconscient collectif, ça va nous rappeler ces guerres de religion. Et on a fait une étude avec des collègues chercheurs où on a étudié les manuels scolaires. On a étudié à quoi est associé dans les manuels des collèges, dans lesquels nous sommes tous passés, en France, religion égale quoi ? Et je me suis permis de faire la comparaison avec l'Allemagne. Passionnant. En Allemagne, religion est associée à spiritualité, paix et guerre. En France, dans les manuels scolaires que j'ai étudiés entre 1990 et 2000, religion égale guerre. Point. Donc, le petit français, c'est pas simplement le voile, mais quand il voit une kippa, quand il voit d'autres vêtements religieux dans notre inconscient collectif à tous, chacun d'entre nous, méfiance, danger, car qui dit religion exprimée dans l'espace public dit peut-être un massacre, peut-être une guerre civile, peut-être un danger de mort de notre pacte laïque à danger. Voilà, donc après... Donc la laïcité s'apprend à l'école, devrait mieux s'apprendre à l'école. Absolument, et notamment son histoire. Parce que vous voyez bien qu'il y a les pères fondateurs qui disent attention à ne pas remettre le pouvoir dans les mains des ministres du culte, des chefs religieux, mais... et c'était la première étape. Après, il y a une deuxième étape, c'est la Révolution française et la loi qu'on évoquait tout à l'heure de 1905, qui dit, d'accord, c'est la liberté de conscience, mais la liberté de conscience, tu peux l'exprimer dans le public. Tu peux aller dans la rue maintenant, mais il y a une seule condition, c'est que tu ne troubles pas l'ordre public. Parce que si tu mets la zone, eh bien oui, là, retour à la case départ, retour aux guerres des expressions haineuses fondées sur des convictions religieuses. Mais est-ce qu'une femme qui se promène dans la rue complètement voilée, encore une fois, avec un voile noir qui laisse apparaître seulement ses yeux, est-ce que d'une certaine façon, elle ne trouble pas l'ordre public ? Je pose volontairement une question provocatrice. Bien sûr. Alors, je crois que là, la question n'est pas religieuse. Parce que, en l'occurrence, dans le texte du Coran, qui est la référence pour tous les musulmans de cette planète, dans le texte du Coran, il n'est jamais dit qu'il faut qu'elle parle. On ne parle pas d'un voile intégral. On parle d'un voile pour camoufler la pudeur, pour ne pas être jugé et réduit à un objet sexuel. N'oublions pas, nous sommes là au 7e siècle, on a affaire à des hommes qui sont certes alphabétisés, mais pas tout le temps, comme l'ensemble de la population, y compris française. Il faudra attendre le 19e siècle pour avoir un taux d'alphabétisation et de lecture. Et donc on a affaire aussi à une mise en garde dans le Coran en disant, attention, ne réduisons pas la femme à être un objet de reproduction.
et de plaisir. Donc, ça, le voile, c'est pour préserver les femmes, pour les défendre. Mais ça, c'était au 7e siècle. Exactement. Depuis, ça a progressé. Ben oui, parce qu'il y a le wahhabisme au 19e siècle, donc aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui vont en faire un instrument politique de contrôle des mentalités. Et à partir de là, ils vont générer un voile qui va aller de la tête aux pieds. Et là, on quitte la foi, on entre dans un espace politique, et ma réponse, c'est pas au nom des convictions religieuses qu'il faut interdire le voile intégral. C'est au nom tout simplement de la laïcité et de l'expression de l'identité de chaque être humain, c'est-à-dire que on est dans un face-à-face de visage à visage, qui est tellement développé d'ailleurs dans le Coran par le prophète. Donc j'ai bien compris votre pensée. Vous pensez, pardon pour la répétition, qu'il faut interdire ces voiles intégrales dans l'espace public en France ? Non seulement c'est une des propositions de la loi, mais il ne s'agit pas simplement d'interdire, il s'agit tout simplement de pouvoir, non pas au nom des convictions religieuses, mais de connaître l'autre, de voir son visage, de voir son visage. C'est une question d'identité, d'identification. C'est fondamental. Et ça, c'est pas du tout fondé sur des convictions religieuses. Est-ce que dans l'Essonne et à Grigny où vous travaillez, il y a de plus en plus de femmes qui portent ce voile intégral ? Et est-ce que si oui, vous y voyez un signe inquiétant ? Je le vois, on a vu une augmentation, mais en termes de valeur absolue, c'est faible. C'est-à-dire que si on passe de 3 à une trentaine sur l'ensemble des 30 000 habitants, voilà. Donc on peut tout de suite relativiser. C'est très peu, mais c'est voyant. Mais c'est voyant. Ben évidemment, c'est tout l'enjeu et la grande question auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs, mais aussi les journalistes que vous êtes. C'est la question de la visibilité de l'islam. Et dès lors qu'on affiche sa foi, vu notre culture et notre origine, attention, peur, panique. Sauf que, il n'en demeure pas moins qu'on peut afficher sa foi dans la rue dès lors qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Vous voyez, la laïcité, c'est tout un équilibre qui respecte la liberté de conscience et qui en même temps respecte la liberté de conscience des autres, pourvu que le trouble qui soit créé n'empêche pas la liberté de conscience. Oui, la laïcité, c'est la liberté. Beaucoup de messages très importants à faire passer ce soir et vous en faites passer, Olivier Bobineau. Le message aussi important, c'est évidemment le refus de l'amalgame. Une vingtaine d'imams se sont rendus devant le siège de Charlie Hebdo. Pourquoi c'est important ? Pourquoi ce symbole est important ? Pourquoi ce symbole est important, ouais. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est ce dont on parlait ce midi avec des imams que j'ai pu avoir au téléphone, c'est que les musulmans, y compris issus du monde maghrébin ou d'Afrique noire, sont venus en France, certes pour la sécurité sociale, comme les migrants asiatiques. Certes, la France, c'est de la croissance économique, enfin de moins en moins, mais c'est surtout le régime de la laïcité, de la liberté de conscience. C'est le fait de pouvoir dire moi, je veux tel type, je veux interpréter de telle manière ma foi. Moi, je suis plutôt soufi, c'est-à-dire le courant spirituel, mystique chez les musulmans. Ah non, moi, je veux être radical, je veux imposer le voile à ma femme. C'est ça aussi, à un moment donné, cette liberté de conscience, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Oui, les musulmans sont, comme chacun d'entre nous autour de cette table, très attachés, et d'abord et avant tout, à Montaigne, au régime de la laïcité que je propose d'appeler le régime Charlie. Vous irez manifester dimanche à 15h ? Ah oui. Et j'emmènerai toute ma petite famille, évidemment, c'est fondateur. Est-ce que vous pensez, comme Malek Bouti, qui est député de l'Essonne, c'est votre absolument. département, que les musulmans doivent être les premiers à manifester pour la défense de la République ? Alors là c'est compliqué la question que vous me posez, puisque c'est une question d'ordre politique. Et ce soir, vous m'avez fait venir en tant que scientifique, qu'intellectuel. Et donc, là, vous me demandez de prendre une casquette de militant. Je vous dis pas forcément d'approuver les propos de Malek Bouti, mais l'idée, parce qu'il y a certains disent c'est une façon de stigmatiser les musulmans que de leur demander d'être les premiers à manifester. Oui, j'ai entendu des hommes politiques dire il faut absolument que les musulmans viennent, il faut absolument que les musulmans viennent. Je pense que ce n'est pas aux politiques et aux intellectuels, aux scientifiques, de dire qu'il faut que les musulmans viennent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont venir par eux-mêmes. Je vous rappelle qu'ils seront des montagnes. Je vous rappelle que les musulmans que dans un premier temps j'ai étudié, dont j'ai lu les ouvrages publiés sur ce bon grand territoire
de la laïcité qu'est la République française, je les fréquente maintenant activement, quotidiennement, je peux vous assurer qu'ils se déplaceront. C'est même pas, ils ne se posent même pas la question. C'est ça qui est très intéressant, évidemment, dans cette question. Et voilà, je pense que je peux vous répondre cela en tant que scientifique. C'est très intéressant de se dire, quand même, on a tout un travail à faire pour combattre cette ignorance des musulmans en France, parce qu'on imagine qu'ils ne se déplaceraient pas. Erreur. Ils sont de Montaigne. Mais on peut ne pas se déplacer si on est musulman, athée, chrétien, et pour autant être solidaire. Mais peut-être qu'on se reverra un jour et on en reparlera, mais on va voir le nombre de dizaines de milliers de personnes qu'il y aura en France ce dimanche. On verra effectivement quelle sera l'ampleur de la manifestation et de la mobilisation dimanche à 15h. On continue de parler de l'islam et peut-être de la difficulté qu'a l'islam à avoir des représentants identifiés dans l'espace public et notamment dans les médias. Restez avec nous sur RTL. Vous écoutez RTL. Dans la curiosité sur RTL ce soir, on parle de laïcité, on parle d'islam, on parle de civilisation avec Olivier Bobineau qui est sociologue des religions et de la laïcité. Je voudrais qu'on revienne sur l'idée de guerre des civilisations. Est-ce que finalement, c'est pas là que Ben Laden voulait nous entraîner avec les attentats du 11 septembre 2001 ? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans le piège qui nous a tendu ? Alors, on l'a déjà dit, mais les musulmans ne sont pas tombés dans le piège, d'accord ? Et on le verra bien dimanche. Premier élément. Deuxième élément, on est tombé dans le piège en termes de réaction de nos élites, en effet. Et le vrai danger de tout cela, ça serait non seulement d'instrumentaliser ça politiquement. Je rappelle que le régime de la laïcité, pour nos auditeurs, c'est la liberté de conscience, quoi qu'il en coûte, pour tous, pour chacun et chacune. Et que moi, ce que je crains, quand j'ai appris ça, hier matin, je me suis dit, bon sang, pourvu que les politiques, d'une certaine façon, se taisent et n'en fassent pas une pré-campagne présidentielle. Mais c'est quasiment intenable. Je ne sais pas à qui vous pensez, mais c'est... Un vœu pieux, comme on dit. C'est important, les vœux pieux. Hein. Je vous renvoie vers notamment Chateaubriand. Mais c'est intenable, sauf que, je reprends ce qu'on disait en début de cette émission, c'est que ce qui est fascinant, c'est de voir le nombre de Français et de Françaises qui se sont spontanément mobilisés sans leurs élites politiques, qui, si vous me le permettez, en termes de politique publique, on préférait plutôt souvent rester entre eux, notamment dans la capitale, en oubliant les expériences vécues, en oubliant l'empirie, comme le disent les Grecs, le terrain. Et que quand on n'a plus de vision, et quand on ne connaît plus le terrain, à mes étudiants de sciences politiques, je leur dis, on n'a plus de politique publique. Donc les politiques, ils ont récupéré finalement cette thématique de la guerre des civilisations. Ils se sont fabriqués quoi ? Il ne faudrait pas inverser la logique. Non, vous êtes en train de nous dire qu'on sait quoi ? Fabriquer un ennemi, c'est ça ? Avec l'islam ? On sait plus que fabriquer un ennemi, on sait fabriquer notre grand adversaire. Allez, un petit rappel historique rapide, simple. De 1945 à 1989, les démocraties comme la France, mais de manière générale, ce qu'on appelle les démocraties occidentales libérales, vont avoir un grand adversaire. C'est le barbu rouge. L'URSS. C'est l'URSS. C'est l'URSS, c'est la guerre froide. C'est le combat entre l'Occident et les blocs de l'Est. Et ça constitue un combat. Ça forge des identités. Ça fait que quand on a des problèmes dans la famille, etc., on va se syndiquer, on va se mobiliser, on va aller de l'avant, on a du sens. C'est-à-dire qu'on a besoin de combattre. On a besoin d'avoir des ennemis. Absolument. Ça, c'est la grande thèse du sociologue Alain Touraine. Pour se construire, il faut se construire pour et contre quelque chose. Alors, des ennemis, je vous reprends au mot, pas au sens du mot, au sens étymologique, c'est-à-dire celui qu'on leur doit combattre jusqu'à la mort, mais des adversaires. Vous voyez bien la différence. On a besoin d'adversaires, c'est-à-dire de gens qui nous renvoient en miroir notre identité. Donc jusqu'en 1989, on a les barbus rouges. Exactement, et paf, patatras, le 9 novembre 89, c'est la chute du mur. C'est la chute du mur. De Berlin. De Berlin.
Et donc, la déflagration, la destruction du communisme, du grand adversaire. Et dans la chaîne, dans la foulée, tous les partis communistes vont chuter. Sauf que, ce même mois de novembre, il y a des élections législatives partielles. Et le Front National va emporter ces législations partielles, de mémoire, ces 3 circonscriptions, non pas sur « Regardez le barbu rouge, c'est lui que nous avons combattu », c'était les propos de Le Pen quand il a fondé le Front National en 1972, notre ennemi c'est les cocos. Non, c'est le nouveau barbu, et celui-ci n'est plus rouge, il est vert, c'est le barbu musulman, puisque la même année 89, décidément cette année est importante, il y a un monsieur qui s'appelle Ayatollah Khomeini, qui le 5 février lance une fatwa contre Salman Rushdie, et CNN va projeter tout cela, et 2 mois plus tard, le même Ayatollah Khomeini va fêter ses 10 ans de révolution iranienne. Les Français d'ailleurs ont oublié qu'en 1979, il est accueilli à Neuf-le-Château, et donc, là, Khomeini apparaît comme le pape de l'islam, et comme le barbu, le grand adversaire, et ça y est, on est parti. Mais il existait, Khomeini, il l'a bien lancé, cette fatwa. Absolument. Donc on ne l'a pas inventé. Non, on ne l'a pas inventé. Mais je ne vais pas faire du détail historique, mais pourquoi en 79 on l'envoie? Pourquoi est-ce qu'il est soutenu par la CIA et les Américains? Oui. Et voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on récolte les fruits qu'on a. Mais c'est d'accord. Mais je voudrais pas qu'on revienne sur. C'est peut-être un peu trop compliqué, mais donc Khomeini, il existe, il prononce cette fatwa, il sait ce qu'il fait. Oui. Notre erreur, peut-être collective, j'inclus les médias là-dedans, les hommes politiques, peut-être aussi les intellectuels comme vous, c'est de lui avoir donné trop d'importance. C'est ça? Alors, c'est pas. Là, on fait ce qu'on appelle de la géopolitique, c'est-à-dire qu'on a compris que jusqu'en 89, les démocraties se construisent contre le soviet, contre le barbu rouge. En 89, il y a le barbu vert, il y a le musulman. Mais ce contexte géopolitique va répondre aussi à une demande d'identité de la 2e génération qu'on appelle les beurs. Pour faire bref. Pour construire son identité, nous tous, vos auditeurs, on a besoin de 3 groupes. Ce qu'on appelle un groupe d'origine, ce qu'on appelle nos racines familiales, ce qu'on appelle un groupe d'appartenance avec qui on va vivre, et un groupe de référence. Eh bien, pour avoir étudié cette génération-là, qu'est-ce que c'est que le groupe d'origine des beurs? Eh bien, quand ils reviennent au bled, au Maghreb, on leur dit, mais attends, tu connais pas le Coran, tu connais pas l'arabe, et puis t'as grandi à l'école de la République. Donc, dehors, le groupe d'origine, vous êtes considérés comme des étrangers. Bien. Alors maintenant, le groupe de référence, le grand groupe de référence, dans les années 80 et 2000, c'est sorti de Sciences Po, c'est le blanc catholique qui habite dans certains arrondissements. Le beurre, il n'accédera pas à Sciences Po avant un certain temps, il n'accède pas aux grandes écoles, il accède encore moins aux grands médias. Donc, le groupe de référence, dans tes rêves, mon petit bonhomme, ma petite bonne femme, qu'est-ce qu'il leur reste à cette génération? Ce que les sociologues appellent le groupe d'appartenance. Ça tombe bien. C'est quoi un groupe d'appartenance? C'est 5 manifestations. C'est un langage, une langue. C'est un vêtement. C'est une alimentation, une musique. D'accord? Ça en fait 4. Pardonnez-moi. 4. Eh bien, regardons qu'est-ce qui se passe entre 88 et 90. Ça tombe très très bien. Il va y avoir le verlan-beurre, keuf, meuf, tout ça. C'est en 88 que les sociologues qui étudient le langage, donc le verlan-beurre, eh bien, on observe dans les cités, c'est 88. La musique, ça tombe bien. NTM, les grands groupes de rap, 85, 89, les grandes fondations. D'accord? Ou Nique ta mère. Même période. Donc, ils ont trouvé, je reprends, un langage pour construire leur identité. Ils ont trouvé quoi donc? Une musique. Ils vont trouver une alimentation. Ils vont revendiquer pour la première fois en disant « Oh là là, on veut pas manger de porc à la cantine ». Les premières revendications, 89. Et puis, en outre, ils vont revendiquer un nouveau vêtement. Alors les filles, qu'est-ce qu'elles vont porter? Elles vont pas porter le voile, parce que à l'époque en Tunisie, je vous rappelle que le voile est interdit. Et donc on porte pas le voile. Elles vont pas porter le foulard Hermès du groupe de référence, les petites bourgeoises du 16e. Non, elles vont porter un vêtement pour se construire une identité, et elles vont porter leur voile à elles. Et c'est la grande, la grande manifestation du 3 septembre 1989, où 3 filles vont porter le voile, et elles vont dire, dans leur déclaration, nous portons le tchador. Ah, le fameux tchador qu'on a vu sur CNN, sur tous les médias,
puisque c'est le tchador qui est porté par les femmes qui sont proches de Khomeini. Et donc, on va avoir quoi ? On va avoir d'un côté une construction identitaire d'un groupe d'appartenance, de toute une génération qui va profiter d'un contexte politique et qui va dire, c'est ça notre sens, notre direction, on y va, on va revendiquer. Et on va rentrer dans un conflit identitaire. Bon, on a bien compris. Je voudrais qu'on revienne à ce qui se passe aujourd'hui. Il nous reste 7 minutes sur ce qu'est l'islam en France aujourd'hui et sa représentativité d'une certaine façon. Oui, alors justement, Dalil Boubaker, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Est-ce qu'il est reconnu par tous les musulmans de France ? Dans les enquêtes que je mène sur le terrain, la réponse est non. Alors, question, pourquoi ? Pourquoi ? D'ailleurs, le recteur, question un peu de béotienne, mais il est élu, il est choisi, il est nommé ? Non, il est nommé. Il est le responsable de la Grande Mosquée de Paris, qui est la première mosquée, l'une des plus belles, avec son minaret, qui est construite entre 1924 et 1926. Et de fait, le recteur... Si vous voulez, la Grande Mosquée de Paris, c'est un peu la fierté des musulmans de France. Et donc, celui qui la dirige, il incarne aussi cette fierté. Et moi, ce que je vois et j'entends chaque jour, chaque fois dans mes entretiens, c'est que les musulmans ne se reconnaissent pas dans le président du culte français musulman, du Conseil du culte français musulman, parce que ils considèrent que, d'abord, il ne va plus à leur rencontre sur le terrain et que il est plus préoccupé par sa carrière personnelle que par les servir au quotidien dans leur libre expression du culte. Mais Dalil Boubaker est encore président du Conseil français du culte. Bien sûr. Il est revenu depuis 1 an et il s'est arrangé pour reprendre les manettes. Quand il était ministre de l'Intérieur et puis président de la République, Nicolas Sarkozy a voulu faire émerger un islam de France, non dépendant de puissances étrangères. Est-ce qu'il y a réussi ? Non, parce que peut-être que ce qu'il aurait fallu faire émerger, c'est des islams en France. Pourquoi des islams ? Il ne peut pas y en avoir un, c'est ça ? Non, non. Notre drame à nous occidentaux, c'est quoi ? C'est qu'on voit toutes les religions selon le modèle catholique. C'est-à-dire, il y a un pape, un chef, un grand chef, qui centralise tout, un seul droit, donc une seule manière de concevoir les pratiques, et une seule théologie, une seule manière de concevoir Dieu. Pas de bol. Dans l'islam, ça va dans tous les sens. Dans l'islam, il n'y a pas de patron. Notamment parce que, justement, on refuse dans l'islam le fait de dire qu'il y a des clercs, ce qu'on appelle des clercs, c'est-à-dire des prêtres qui nous disent comment il faut faire, etc. Ce qui fait que, ce que je dis toujours à mes étudiants, à mes interlocuteurs, c'est que pour comprendre l'islam, il faut regarder ce qui se passe à l'extrême gauche. C'est-à-dire que vous avez un trotskiste, vous avez un marxiste, je sais pas quoi, et à lui seul, il fonde son international. Et que pour un point virgule, à 3h du matin, il va se séparer de l'autre. Ce que les politologues appellent le processus de sissiparité. Pour une question d'idées, je vais me diviser de toi. Et je vais faire ma propre organisation. Donc il n'y aura jamais un représentant de tous les musulmans de France. C'est un fantasme, ça. Non seulement c'est un fantasme, et ça serait contraire, au logiciel musulman. À l'esprit de la religion. À l'esprit de la religion qui refuse une autorité suprême, supérieure, par exemple, telle que le pape est pensé dans la tradition catholique comme vicaire, c'est-à-dire représentant de Dieu sur terre, et de Pierre, soi-disant le premier pape. Ça, c'est anti-logiciel musulman. Mais quand il n'y a pas de représentant, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de guide non plus ? Alors, il y a des guides. Ça veut dire que chacun peut interpréter, s'approprier la religion ? Bienvenue dans ce que les musulmans appellent... De la meilleure manière ou de la pire manière ? Oui, mais bienvenue, et c'est l'un des problèmes, y compris qu'on trouve à l'extrême gauche. Je renvoie au débat en France entre Mélenchon et les autres. Ça pose des problèmes, en effet, parce que qui va encadrer ? Qui va donner la doctrine ? Mais en même temps, ça évite une centralisation, ça évite une manière de concevoir une seule manière de vivre sa foi. Et comment s'appelle, c'est très important, me semble-t-il, enfin j'espère, ce que je vais dire, c'est que cet effort sur soi, d'interprétation, ça s'appelle l'ijtihad, et ça donne le terme djihad, c'est-à-dire
effort sur soi pour se convertir. Alors là encore, on est dans le double sens d'un mot, parce que nous, on utilise djihad pour parler des combats qui ont lieu en Syrie, en Irak. On parle des djihadistes, et d'ailleurs on emploie ce mot-là pour ne plus dire islamiste souvent, pour ne plus associer ces dérives au mot islam. Donc c'est une très louable intention, sauf que pas de bol. Djihad, ça veut dire un combat spirituel intérieur. Et qu'après il se manifeste en termes d'extérieur, c'est-à-dire de dire je vais être bienveillant, je vais faire en sorte que l'autre aussi soit proche de moi, bien sûr. Mais au départ, djihad, c'est l'effort de conversion intime, intérieure. Et c'est un combat. Oui, c'est un combat dans une société où, à un moment donné, il faut avoir telle réussite, telle voiture, telle chaussure, tel vêtement, etc. Oui, c'est un vrai combat. Mais c'est un combat, à l'origine, spirituel. Donc, pour bien comprendre, chaque imam a le pouvoir dans sa mosquée. Chaque imam n'a pas le pouvoir dans sa mosquée. Pour être plus précis, il a le pouvoir de guider la prière. Et ensuite, chaque mosquée a une association qui a un président. Et le président se met d'accord, en gros, avec l'imam pour encadrer la mosquée d'un point de vue spirituel et cultuel. Et on va terminer là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai vu passer cette phrase et je pense qu'il faut terminer là-dessus. Vous formez les imams à la laïcité. Ça doit être un sacré défi quand même, parce que si je ne me trompe, mais je suis un béotien, l'islam c'est quand même une religion qui avec la charia, veut s'occuper aussi de notre vie quotidienne et donc peut-être empiéter sur la laïcité. Eh bien, ça dépend de votre interprétation, mais là, il me faudrait encore 1 heure d'émission. Ah non. Mais pour résumer, oui, nous avons fondé la formation et dirigé la formation des imams, et je vous signale qu'on l'a fait là où on forme les curés, ce qui est quand même intéressant. Ça faisait 3 bombes à l'époque à gérer. On forme qui? Les imams, à quoi? À la laïcité, chez qui? Chez les curés. Ça a été une expérience passionnante. Oui. Et pour vous répondre précisément, ça dépend véritablement de la posture spirituelle. Et ensuite, en effet, il y a des pratiques, mais il y a aussi, de même qu'il y a plusieurs islams, il y a plusieurs conceptions de la charia. Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup, Olivier Bobineau. Merci à vous. Merci de nous éclairer dans cette période.